Donc On en finit. on en revient encore une fois sur ce qui a été mentionné tout à l'heure dans la première partie de cette émission, à savoir à nouveau l'État français souverain a à nouveau le franc, bas monnaie à nouveau, Oui, nationalise tout ce qui est vital pour sa survie. oui, Donc on pourrait, pour prendre l'image de la métaphore du corps, que par exemple, eh bien, un foie est un foie, un côlon est un côlon, un cœur est un cœur, et les poumons sont les poumons. Et il ne sert à rien de faire en sorte de faire un amalgame général en disant bah, finalement un foie est l'équivalent d'un cœur. Non, ce n'est pas le cas. Donc un État, une culture, en l'occurrence, elle est propre en elle-même, elle a une existence. Donc reconnaissons-la. Si on fait en sorte de nationaliser tous ces organes vitaux, qui permettent d'avoir cette indépendance, là aussi, est-ce qu'on ne va pas faire fuir les capitaux? il n'y a pas de souci. Puisqu'on bat nos monnaies, Si ce sont des capitaux sains qui ont envie, au travers de leurs possesseurs bien sûr, de favoriser la richesse, ils resteront. Si ce sont des capitaux malsains, parasites, ils partiront. C'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Je prends l'exemple de Total. Oui. Total, qui est parmi, je crois, les 5 grandes firmes pétrochimiques industrielles dans le monde. Entreprise française, un fleuron de l'industrie française. Je crois que c'est la première entreprise actuellement en France. Cette dernière, il y a encore quelques années, ne payait quasiment pas d'impôts en France, dû à la raffinerie qui ne marchait pas très bien, de secteurs concernant Total. Et puis là, à nouveau, est amené à payer des impôts. Ce qu'on peut constater dans le monde global, c'est que, je prends cet exemple-là, parce que ces dernières, finalement, ont des succursales, vont dans des paradis fiscaux, font à l'échelle des échanges commerciaux internationaux les meilleurs investissements pour payer le moins d'impôts en l'occurrence. Donc, est-ce que tel que vous l'envisagez, une entreprise comme Total serait quoi, nationalisée? Est-ce que Total se laisserait faire? C'est quand même une société privée. On ne demandera pas son avis. L'État décide de nationaliser, il nationalise. Il indemnise à hauteur de ce qui est juste, ou estimé juste, équitable, point. Voilà, c'est tout. Mais, pour moi, la question ne se pose pas. Ouais, je vous la pose quand même. Oui, mais c'est ce qui est normal, bien sûr. Pardonne de ma remarque stupide. Mais l'État n'a pas à se poser la question, il nationalise, point. Total est content, c'est bien, il n'est pas content, tant pis. D'accord. Dans mon propos, je dis bien, je réaffirme, je suis pour la liberté. Mais si je veux la liberté du peuple, je ne peux pas l'opposer à la liberté de quelques patrons de multinationales. C'est pas possible. Si je dois faire quelques malheureux, je préfère que ce soit quelques centaines de patrons de multinationales plutôt que le peuple. Voilà. Donc, mon choix est clair. Votre regard vis-à-vis des paradis fiscaux? Ils doivent être supprimés. Pour ça, il faut un accord avec les autres nations. C'est pour ça que la France doit reprendre son rang dans la politique internationale pour dire, voilà, ces paradis fiscaux sont contraires à la richesse, à la vraie richesse, ils doivent être détruits. Donc et la France agissant sur ses banques pour dire interdit. Paradis fiscaux, c'est interdit. Voilà. Et l'entreprise qui gagne de l'argent, elle paye ses impôts. Mais les entreprises nationales reviendront avec des marges bénéficiaires symboliques. Donc, qu'ils payent l'impôt, qu'ils ne le payent pas, ne sera pas dramatique, ou qu'ils n'en payent pas beaucoup. L'important sera qu'ils fassent vivre la nation. Ça, c'est important. Et que l'ensemble de la population paye l'impôt sur le revenu, y compris ceux qui n'auront que le revenu vital. Là, je suis formel aussi. Parce que le fait les taxes ont été instituées, en fait, pour faire passer
une forme d'impôt sans douleur. Mais ça, c'est une forme de manipulation mentale. Je suis pour que les gens se sentent responsables pour qu'ils soient citoyens. Pour être citoyen, eh bien, il faut payer un impôt, c'est-à-dire, voilà, j'ai des droits, j'ai des devoirs. Je m'acquitte des deux, j'assume mes devoirs et je fais respecter mes droits. Et pour ça, tout ira bien. À partir du moment où les gens sauront qu'ils ont cette responsabilité et qui leur donne des droits, ils paieront, ceux qui auront le minimum paieront un impôt symbolique. Bon, je sais bien, les Français rechignent toujours, ils diront « ouais, c'est insupportable », mais ils le paieront tout de même, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sauront que c'est la meilleure voie. La TVA? Elle sera supprimée, c'est un impôt stupide. C'est un impôt injuste et stupide qui est dilué dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on le paye sans s'en rendre compte. Donc, on le supprime. Par contre, l'impôt sur le revenu sera un peu plus élevé. Mais globalement, dans l'ensemble, ceux qui ont de faibles moyens payeront moins d'impôts que maintenant. Oui, forcément, c'est à hauteur de ce qu'on gagne. Un ménage qui fait le compte à la fin de l'année en TVA, il a passé une sacrée somme. Voilà. Donc, il n'y a pas de question de dire « ah oui, mais la TVA à 5,5, à 20, à 17, à 13, à 0,5 ou autre ». Tout ça, on ne le discute pas, elle est supprimée. Et bon, tout ça progressivement, ça peut se faire en 6 mois ou 1 an. Ça peut aller effectivement vite. Quand on voit, alors l'administration française est quand même réputée dans le monde par sa complexité, notamment due au prélèvement des impôts. Il avait été déjà prévu que l'impôt soit prélevé directement à la source auprès de l'employeur pour éviter tous les désagréments. On attend encore... Oui, un mot là-dessus? Ça, c'est une façon de déresponsabiliser aussi. Dire, mais vous en faites pas, on va prélever directement à la source chez l'employeur comme ça. Ne vous en occupez pas vraiment, c'est un casse-tête, vous n'y comprendrez rien parce que bientôt ça va devenir tellement compliqué. On va s'en occuper pour vous. Non, un citoyen, il fait confiance à lui-même. Donc, il paye son impôt, lui-même. Et il ne laisse pas l'entreprise le payer à sa place. Voilà. Je veux que les chefs d'entreprise soient libérés de toutes ces contraintes. Et j'envisage même de les libérer des charges qui pèsent sur elles. Une entreprise qui a une utilité sociale est injustement taxée, justement, avec ces taxes-là. C'est complètement aberrant. Il dit, mais ayez une utilité sociale, vous serez remercié, mais on va taxer cette utilité sociale. Mais qui est-ce qui la paye, l'utilité sociale et la taxe? En fait, le tout, ben, c'est le contribuable. C'est l'acheteur, c'est le client. Oui, dans ce sens-là, oui, d'accord. Qui paye tout ça. Et ça s'ajoute encore. Et un ami m'a envoyé la liste des taxes. Pardonnez-moi d'éclater de rire, mais il y a plus de 280 types de taxes en France. En tant qu'élu local, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Ah, il y en a partout. Partout, partout. C'est fou. Rien ponctionné, hein. Non, il faut qu'on a... Mais c'est pas... C'est des petits trucs médiocres. J'ai horreur de la médiocrité. J'ai envie des belles choses. Oui, parce voilà. Je veux que les choses soient claires, que les gens sachent ce qu'ils payent et ce qu'ils méritent. Voilà, donc, et là, c'est pas possible. On est dans un monde où on atrophie la pensée humaine, on la manipule, bien sûr. Donc, arrêtons avec tout ça. Toutes ces taxes sont inutiles. Il y a l'impôt. Une entreprise gagne de l'argent, un particulier gagne de l'argent, il en gagne peu, il paye peu d'impôts, il en gagne beaucoup, il paye beaucoup d'impôts. Voilà. Mais il est débarrassé de tout le reste. Je veux libérer les chefs d'entreprise, je veux qu'ils deviennent de véritables créateurs. Voilà. Parce que d'habitude, on emploie ce mot en leur disant « mais tu pourras aller te faire voir et ta création... Enfin voilà, donc je ne voudrais pas devenir grossier. Alors, je veux qu'ils soient véritablement des créateurs. Je veux qu'ils soient libérés de toutes les contraintes qui concernent des taxes multiples, qui concernent les charges et autres, qu'ils en soient libérés.
Un ouvrier qui travaille dans une entreprise n'a pas à être taxé sur son travail s'il est d'utilité sociale. Si une entreprise a une utilité ou n'a pas d'utilité, ou au contraire comment on définit des désordres sociaux, ben, c'est justement dans le cadre de l'appréciation de la richesse qui sera appréciée à 3 niveaux, national, départemental et local. Ce qui permettra de resituer les... Avec les fameux questionnaires objectifs, subjectifs. Avec les fameux questionnaires objectifs, subjectifs. Donc c'est une chose relativement simple et qui va simplifier la vie administrative. Voilà. Donc mon objectif, je dis bien, c'est libérer les chefs d'entreprise. Soyez des créateurs. Vous aurez l'impôt sur le revenu, point. Terminé. Si vous gagnez beaucoup d'argent, vous paierez un impôt plus conséquent. Vous gagnez peu d'argent, vous en paierez moins. Voilà. Mais vous aurez toute liberté pour créer, et si vous avez envie de créer une autre unité ou d'étendre votre entreprise, la banque sera là, elle est nationale, elle ne sera pas au service de l'État, elle sera au service du peuple, et donc des entreprises. Voilà. Et il y aura obligation pour les banques de financer les projets qui sont raisonnables. Ah oui. Je ne dis pas absolument avec perspective de rentabilité, je dis qu'ils sont raisonnables. Et si la banque se trouve avec un déficit parce qu'elle a prêté peut-être un peu à la légère, bien tant pis, il faudra assumer. L'État assumera. Justement, le discours actuel, c'est de dire vis-à-vis de certaines parts qu'a le gouvernement dans des entreprises nationales, voire privées. Je prends l'exemple avec Air France ou la SNCF, ou même les hôpitaux, qui voient finalement leurs effectifs humains diminuer, avec du matériel qui coûte excessivement cher et tous les hôpitaux ne peuvent pas se les offrir. Là aussi, maintenant, aussi bien dans le cadre de la justice, aller avoir un tribunal, il y en a de moins en moins. Depuis la réforme qui a eu lieu il y a 3-4 ans. Les hôpitaux, c'est pareil, maintenant il faut faire plus de kilomètres pour pouvoir accéder aux hôpitaux. Les écoles, c'est pareil, fini les petites écoles de village, faut aller faire de nombreux kilomètres, bref. Et toujours avec cette idée de la part du gouvernement, oui mais il faut faire des économies, cela coûte cher, et d'en venir, selon le principe américain, de rentabilité. Est-ce que, Gérard Privat, vous pensez que réellement, avec ce concept que la France puisse à nouveau battre monnaie, qu'elle puisse donner de l'argent à tout le monde, avec un salaire vital, ou un revenu vital, qu'elle puisse développer des technologies, nationaliser les secteurs vitaux. Un point, elle ne donne pas d'argent avec le revenu vital. Elle rétablit un peu de justice. Parce qu'on peut en parler aussi. Je fais référence au revenu vital par rapport à l'héritage de l'humanité. Et donc ce revenu vital, c'est une part de l'héritage de l'humanité, qui est une nécessité. C'est simplement un retour équitable de la richesse que les peuples ont produit depuis des dizaines, des centaines et des milliers d'années. C'est un simple retour. Les seuls pour l'instant qui bénéficient largement des aides de l'État, ce sont les multinationales. Et Viviane Forester, dans les années 90, a écrit L'horreur économique, un livre auquel je ne fais pas référence là, mais qui indique justement par quel biais les multinationales ou les grandes entreprises touchent des aides et imposent leurs lois économiques aux États. Donc là, il faut en finir. Donc, le revenu vital, c'est une part de l'héritage de l'humanité. C'est une nécessité de justice sociale. Et dans mon propos, il n'est pas là, il sera dans le prochain livre, parce qu'on m'a conseillé de mettre juste l'essentiel. Je souhaiterais que l'ONU propose un revenu vital pour l'ensemble des pays de la planète, qui pourrait être différencié par rapport aux richesses de chaque pays, mais qui devrait exister pour tous les pays. Voilà, chose qui pourra se faire très facilement.
la manière dont vous envisagez la France et la manière dont cette dernière pourrait agir avec ce principe de solidarité, de richesse matérielle et immatérielle, de cet esprit social et cette cohésion, de cet épanouissement. Encore une fois, est-ce que tout ce que vous venez de nous dire là peut être financé juste par le fait que la France puisse battre à nouveau monnaie? Parce que si j'entends votre discours, grosso modo, c'est ça. Parce que renationaliser, ça coûte de l'argent, et c'est à nouveau l'État. Rembourser la dette, dans une juste mesure, vous l'avez précisé, c'est à nouveau l'État. Comment... Nationaliser, c'est acheter des entreprises qui produisent de la richesse. Donc ce n'est pas de l'argent perdu. Payer le revenu vital, c'est de la richesse, parce que ça permet de la justice sociale et ça permet de redistribuer un peu la monnaie qui était jusqu'à maintenant, ou qui est encore maintenant, abondamment distribuée aux grandes entreprises et aux multinationales. Donc, toutes ces choses-là sont financées facilement. Pour ceux qui manquent, on peut faire appel à des emprunts, mais qui seront facilement remboursés, sans utiliser l'argument que je présente à un moment, du fait de ce développement de la richesse, qui va permettre qu'on va avoir plus de monnaie en circulation, qui va permettre qu'on va rentrer plus d'impôts du fait qu'il y a plus de monnaie en circulation, et qui va permettre justement de développer l'épanouissement humain, ce qui est la richesse naturelle. Voilà. Donc, ces choses-là ne coûtent pas cher. Ce qui produit de la richesse ne coûte pas. Un entrepreneur qui a envie de créer une entreprise, il ne vous dit pas « ça coûte tant », il dit « mais là, je vais produire de la richesse ». Lui, il parle de rentabilité parce qu'il a un autre discours que l'homme politique, ce qui est normal. Mais s'il ne voit que par le coût, il n'investit rien, il ne crée rien. L'État doit avoir la richesse un peu de la même façon. J'investis là-dedans parce que c'est de la richesse, ça va permettre de mieux vivre, ça va permettre de rétablir une justice sociale, ça va permettre donc cet équilibre qui lui-même va encore produire de la richesse. Donc on est dans un processus d'enrichissement. On ne regarde pas quelques milliards, ni quelques dizaines, ni quelques centaines de milliards. Le remboursement de la dette publique va produire une richesse phénoménale. Vous êtes le premier, hein, écoutez bien ça. Le remboursement de la dette. Je dis bien. On parle quand on parle du remboursement de la dette, on parle des intérêts de la dette, qui se situent grosso modo autour de 50 milliards d'euros par an. Mais l'actif, il est caché, il est tellement important que le trésor public le cache entre les lignes de différents budgets. Enfin, c'est une affaire de spécialistes pour trouver le remboursement du passif, qui est en général remboursé par des emprunts. Mais comme ces emprunts, on les fait sur des marchés privés qui coûtent en frais, et en pourcentage, et en remboursement, et en taux, ça appauvrit encore plus. Moi, j'adopte le processus inverse. Tout simplement. D'un côté, on crée de la pauvreté. Je dis, mon Dieu, ça ne va pas. Moi, je vous propose de créer de la richesse. Et pour ça, il faut de la monnaie, il faut investir. Et là, on va avoir de la richesse. Ah oui, mais il faut investir. Ah oui, qu'est-ce que vous préférez, la pauvreté ou la richesse? C'est un choix. Le peuple me dit, écoute, bon, c'est bien tout ce que tu nous dis, mais moi, je préfère la pauvreté quand même que la richesse. C'est votre choix. Allez chercher quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Je ne fais pas l'affaire. Alors, donc, je veux de la richesse, je veux de la liberté, je veux de l'épanouissement humain. Voilà. Qu'est-ce qu'il en sera du... parce que là, vous êtes en train de... En admettons, essayons de nous projeter un petit peu. Vous êtes en train de nous dire, voilà, demain, en imitant qu'on ait cette richesse immatérielle et matérielle, qu'à nouveau on puisse créer un épanouissement global dans le corps social,
au vu de la misère qu'il y a ailleurs dans le monde, comment ça va se passer? On ferme les frontières par rapport à l'immigration, par rapport à la délocalisation. Comment est-ce que cela va s'envisager si on décide, admettons, d'être les premiers à... Très simplement. Ouais. Très simplement. La coopération et le partage que je propose au plan national, je le propose aussi au plan international. Ce qui veut dire que la France, qui est un pays riche, va devoir favoriser le développement de la richesse dans les pays pauvres. Et ça ne lui coûtera rien. Ça va lui permettre de s'enrichir encore. Alors, je vous donne un exemple, enfin un exemple, en tout cas un argument qui vaut ce qu'il vaut. C'est de dire, oui, mais enfin voilà, au Mali, il y a quand même de l'or, de l'uranium, il y a des puits de pétrole. Si on quitte ces pays-là, ça va être embêtant quand même. Comment va-t-on faire pour pouvoir rapatrier, finalement, aller piller avec ce néolibéralisme ces pays qui, quelque part, sont les plus riches au monde et d'un autre côté, paradoxalement, sont les plus pauvres. Oui, c'est un déséquilibre que nous avons nous-mêmes créé, pays riches, dont nous devons le rétablir. Rétablir l'équilibre. C'est-à-dire permettre à ces pays de vivre décemment, de ne plus avoir de famine, d'avoir un système de santé qui soit performant, de pouvoir éduquer tous les enfants. Donc tout ça, c'est absolument essentiel. On doit le favoriser. C'est pour ça que le développement, ma proposition de la richesse, la définition de la richesse, ne s'arrête pas aux frontières franco-françaises. C'est une perspective d'épanouissement pour l'humanité, tout simplement. Pourquoi s'arrêter à nos frontières alors que ça produit de la richesse? Et quand on va favoriser la richesse dans les pays pauvres, on va nous-mêmes s'enrichir du fait que notre conscience nationale va encore évoluer, va encore être plus puissante. Est-ce que vous pensez qu'on laisserait faire un pays comme la France de pouvoir exposer cette vision, appelons-la comme ça, avec, imaginons, pourquoi pas le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, en leur disant quoi, on va vous amener de l'argent, on va vous donner de l'argent, on va vous envoyer des gens pour construire des écoles, mais encore une fois, il y a toujours cette idée, mais j'insiste, mais on va trouver cet argent pour donner aux gens. On n'a pas besoin d'argent, là. On coopère avec eux. Et vous voulez qu'on coopère vraiment. Donc ne coopère pas avec des pays qui vivent dans l'esclavage. Déjà. On coopère avec des pays qui se libèrent. Oui. Vous voulez vous libérer, on va coopérer. Et on va vous aider s'il est besoin. On va vous aider technologiquement. On va vous aider avec des enseignants, on va vous aider avec des professionnels de la santé, des médecins et autres. Là, il faudra en former davantage d'ailleurs. On va vous aider dans tous les domaines où on a la capacité à vous aider. Par contre, ça mérite des échanges. Par exemple, vos matières premières. Mais sans qu'on pille, il faut que vous soyez une nation souveraine. Donc il va falloir que vous contrôliez, qu'il y ait des échanges qui soient équitables. Il y a un passif commercial, donc il faudra le rétablir. Et je serai aussi parfaitement d'accord pour que ce soit l'ONU qui traite tout ce qui a trait aux matières premières. Là aussi, il y a de la réforme à faire au sein de l'ONU dans ce cas-là. Bien entendu, mais je n'ai pas très bien, j'en ai pas beaucoup parlé là. Il y a quelques lignes sur la coopération internationale, mais ça se fera peut-être le prochain livre. Je l'avais fait dans le premier. Donc tout ça devrait être géré par l'ONU pour éviter que ça débouche sur des conflits. On sait que les conflits qu'il y a actuellement au Proche-Orient viennent du projet qu'avait l'Arabie Saoudite d'exporter, l'Arabie Saoudite, Qatar et autres Émirats, d'exporter leur gaz en quantité gigantesque vers l'Europe
par un pipe qui traversait l'Irak et la Syrie. Le président syrien a dit non, parce qu'il y avait des intérêts russes qui lui disaient « écoute, on est quand même copains, si eux font passer leur pipe, nous on ne pourra pas vendre notre gaz ». Donc il y avait des accords, et ça aboutit à la manipulation à laquelle on a été confronté, à dire « oui, mais le président de la Syrie, c'est un dictateur ». Et le roi d'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, bien sûr. L'hypocrisie, voilà. Encore une fois. L'hypocrisie, parce que, qu'on le veuille ou non, mais en Syrie, il y a un État laïque. Oui, oui. On ne coupe pas des têtes en Syrie. On ne coupe pas des têtes. En Irak, ce n'était pas un modèle de démocratie, mais en fait, il y avait un début de démocratie, même si ce n'était pas prodigieux. En Libye, pareil. Oui. On ne veut pas de démocratie dans les pays pauvres. Non. On les élimine. Voilà, et donc on aboutit à Daesh, on aboutit à ces situations. Oui, le terreau du terrorisme. Voilà, il est là. Alors comment, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, la notion de justice en France, vous spécifiez dans le livre, donc on doit revenir encore une fois aux fondamentaux, avec la justice doit être autonome financièrement et indépendante. Oui. Le gouvernement doit être autonome, indépendant, j'entends exécutif, législatif. Alors, on a 3 pouvoirs dans la République, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans la Constitution, les 3 sont indépendants. Sauf que la justice, des 3, est le seul à ne pas avoir de budget autonome et à le seul d'être dirigé par un ministre qui est nommé par le Premier ministre, lui-même nommé par le Président de la République. De quelle indépendance veut-on parler? Il n'y en a pas. Ah oui, il faut être du sérail. Ils sont soumis aux décisions du garde des Sceaux et aux décisions du Premier ministre relativement au budget. Donc il faut en finir avec ça. Et en plus, le garde des Sceaux donc, doit être élu, comme le président de la République est élu, comme les députés sont élus qui nomment ou qui élisent le président de l'Assemblée nationale. Donc pour la justice, ça doit être la même chose. Et la justice doit avoir un budget autonome. Ce n'est pas une innovation. L'Élysée a un budget autonome. L'Assemblée nationale a un budget autonome. Le Sénat a un budget autonome. La Cour de justice de la République a un budget autonome. Qui encore, je ne sais pas. Donc c'est normal pour un des 3 rôles essentiels de la vie sociale de la République. Voilà. Ça paraît absolument indispensable. Ah oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que je vois la justice comme étant réellement le pivot au centre de la balance entre d'un côté l'exécutif et l'autre le législatif. Et le législatif. Oui, tout à fait. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est justement parce que dans la vision que vous avez dans ce programme, puisqu'on parle de l'exécutif et du législatif, est-ce que vous verriez par exemple un nombre de députés moindre que ce qu'ils sont à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y aurait une manière de refonder, de revisiter, comment est-ce que vous envisagez justement ces 2 pôles? Parce que ce qui ressort beaucoup dans le livre, dans votre livre, c'est justement le référendum populaire qui viendrait un peu comme la Suisse, qui participe relativement active. Et il faut dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça pourrait être peut-être plus facile de pouvoir voter régulièrement en référendum. Maintenant, tout le monde n'est pas compétent pour voter. Il ne faut pas que les Français soient focalisés sur le référendum et qu'ils n'aient que ça à faire. Le Français n'a pas à passer son temps à gérer la vie publique. Il a des délégués pour ça. Les délégués, ce sont les députés, ce sont les élus locaux, ce sont les conseillers généraux qu'on appelle maintenant conseillers départementaux, ce sont les députés et les sénateurs. Les sénateurs, je mets un gros bémol, je suis bien d'accord avec ce que voulait faire De Gaulle. Le Sénat, on doit le supprimer, il ne sert à rien. Le Sénat était une représentation des élus locaux à Paris. Pour l'instant, il n'y a plus de raison d'être.
Donc c'est en plus une chambre qui n'a pas beaucoup de pouvoir, qui a un pouvoir d'influence assez important, mais législativement, qui n'a pas un grand pouvoir, puisque c'est l'Assemblée nationale qui décide en dernier ressort. Donc on peut se passer du Sénat, ça va déjà permettre de simplifier la vie politique, un peu. Mais il y a d'autres moyens de simplifier. Donc le Sénat est une chambre de conseil, en fait. C'est une chambre de conseil pour l'Assemblée nationale. Alors des conseils, ça va quoi. On en a des conseillers. On a le Conseil d'État, on a la Cour des comptes, on a le Sénat, on a le Conseil économique, social et environnemental, on a... Sans compter toutes les associations qui existent aujourd'hui, voilà, qui seront des... Donc il faut, à un moment, il faut arrêter. Je pense que ces institutions sont créées plus pour proposer des rentes à ceux qui sortent super diplômés de l'ENA, de Polytechnique ou autre, que pour avoir une véritable utilité sociale. Donc revoyons ça, et en premier, le Sénat doit disparaître. Voilà. Bon, je ne vais pas me faire beaucoup de soutien chez les sénateurs, tant pis, c'est un choix. Donc je dis clairement quels sont mes choix. Par contre, ouais, si on faisait une pause, je boirais bien un bon verre d'eau tranquille. Nous allons faire ça de suite. Oui. Je vous rappelle avec nous Gérard Privat pour ce livre « Construisons la nouvelle société ». Donc c'est un livre auto-édité que vous pouvez trouver notamment sur le site que je vais vous donner tout de suite. Il ne faudrait pas que je vous dise des bêtises. Perspective-humanité.net, le mouvement de Gérard, avenir-solidaire.fr, ainsi que son site internet gérard-privat.fr, privat, P-R-I-V-A-T.fr. Construisons la nouvelle société. Je vous rappelle... Référencé FNAC. Référencé FNAC. Et que... dans certaines librairies... sur Toulouse, Albi et entre les deux villes. Et sur Castres aussi, pour l'instant. En tout cas, donc, nous accueillons aujourd'hui Gérard Privat pour ce livre dans le cadre, oui, effectivement, excusez-moi, il est un peu tard ici, vous êtes à l'écoute de IM Média et effectivement, c'est l'émission Quantique Planète. On se retrouve pour une autre partie. À tout de suite. Dernière partie avec nous, donc Gérard Privat, pour ce livre « Construisons la nouvelle société ». Vous êtes à l'écoute d'Immédia et cette émission, c'est Quantique Planète. Gérard Privat, on rappelle aux auditeurs, internautes, qu'ils peuvent vous retrouver via votre site internet gérard-privat.fr, ainsi que via justement le mouvement que vous avez initialisé. On rappelle aussi ce dernier, avenir-solidaire.fr. Il y en a un autre site qui a le même nom, mais ce n'est pas le bon. Je ne mentionnerai pas justement de façon à ce que vous gardiez bien en tête avenir-solidaire.fr. Pour commander le livre, en dehors du fait que vous pouvez l'avoir à la FNAC, perspective-humanité.net. Voilà, là vous pouvez commander le livre à Gérard et trouverez certainement pour vous d'autant plus d'informations sur Avenir-Solidaire. Tu es très joignable, on peut t'écrire un mail, on peut t'appeler et tu réponds volontiers auprès de ceux qui se poseraient encore des questions suite à cette émission. J'aimerais qu'on revienne... Je précise que ceux qui sont partants pour organiser des conférences, ils seront les bienvenus. Voilà. Donc je me déplace sur tout le territoire, de préférence métropolitain, parce que mes moyens ne me permettent pas d'aller outre-Atlantique dans les Antilles ou dans le Pacifique, ce que j'aimerais bien, ou dans l'océan Indien. Ça se fera peut-être un jour, pas pour l'instant. C'est pas envisageable. Je te le souhaite. Oui, tu souhaitais parler et aborder les emprunts. Oui. Remboursement des emprunts. Oui, on me dit, mais comment faites-vous? Il n'y a pas d'argent. Oui, c'est la grande question.
Et il faut que les internautes soient rassurés. Il y a même des économistes qui m'ont dit ça. Il n'y a pas d'argent. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent, ce sont des billets. L'argent, ça peut être du crédit. L'argent, ça peut être du crédit transformé par une activité. L'argent, ça peut être beaucoup de choses. L'argent, c'est en fait un moyen d'échanger. Autrefois, on utilisait le troc, qu'on utilise parfois encore quand la monnaie ou que l'économie va mal. Après, on a utilisé du métal, l'or, l'argent. L'argent métal, on a utilisé plus tardivement du papier. Donc actuellement, c'est reconnu. Un billet de banque a une valeur représentative d'une part d'échange avec d'autres personnes. Donc voilà, l'argent doit être créé pour favoriser les échanges. Quand j'ai envie d'échanger avec les commerçants du coin ou les artisans, ou envie de voyager ou de changer ma voiture ou d'autres choses, j'ai besoin d'argent. Et la monstruosité, c'est quand ceux qui dirigent me disent « Ah mais tu vois là, tu as le maçon à côté de toi », c'est un peu l'exemple que j'indiquais tout à l'heure. Le maçon, il a ses ouvriers qui sont sans travail, il a son matériel qui est en train de rouiller parce qu'il ne travaille pas, il a son gravier, il a ses moellons, il a ses briques, ses parpaings, il a tout ça, mais il ne peut pas travailler, il ne peut pas bâtir de maison pour ceux qui sont à la rue parce qu'on dit il n'y a pas d'argent. Bon, voilà, ça c'est déjà un comportement stupide de la part de ceux qui nous dirigent et qui disent faire de la politique. Donc ça, ce n'est pas politique, ce n'est pas favoriser la vie de la cité. Donc pour avoir de l'argent, il suffit que la Banque nationale, qui est chargée de gérer la monnaie, émette de l'argent sous multiples formes. Mais la plus facile, c'est la monnaie, c'est les billets de banque. Et donc, de mettre en service cet argent, et le rôle, bien sûr, du gouvernement, c'est de le déployer en fonction des besoins. Pour l'instant, les multinationales arrivent et disent « Ah mais nous, on a de gros besoins, il faudrait que vous nous aidiez un peu avec l'argent. » Ah non, pas d'argent. C'est pas grave, vous allez emprunter, on va vous prêter. Donc les multinationales nous prêtent et ensuite on les aide à s'implanter ou à développer ce qui leur semble bon. Donc tout ça sont des aspects un peu pervers de l'utilisation de l'argent, de la monnaie et une perversion des échanges. Un État qui se respecte, un gouvernement qui se respecte doit favoriser les échanges en émettant de la monnaie. S'il n'a pas d'argent, des caisses vides, c'est qu'il a mal géré. Donc déjà, il est préférable de remplacer ses responsables, d'en mettre d'autres à la place. Et les suivants doivent faire en sorte de créer de l'argent pour favoriser des échanges équitables qui vont produire de la vraie richesse, c'est-à-dire de l'harmonie sociale, de l'épanouissement humain. Ils peuvent emprunter. Ils peuvent emprunter à la Banque nationale. Pour l'instant, on emprunte sur les marchés privés. Ça, c'est une autre perversion, mais bon, c'est comme ça. Actuellement, on le subit. On n'est pas les seuls, d'autres pays le font. En général, quand on a un comportement stupide, les autres pays nous suivent. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ils peuvent emprunter à la Banque nationale, plutôt que d'emprunter sur les marchés privés. Et à la Banque nationale, le ministre des Finances voit le président ou le directeur de la Banque centrale et il dit, voilà, il me faut tant d'argent pour un projet qui coûte tant. 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, 100 milliards, peu importe. Ils ont l'habitude de compter en milliards. Quand ils comptent en millions, c'est pour nous amuser, pour nous faire croire qu'ils sont sérieux. Voilà, donc c'est à peu près la seule situation. Et donc, ils empruntent à la Banque nationale, en France, la Banque de France. Et la Banque de France qui émet cet argent et qui le met à disposition.
Mais après cet argent, bien sûr, il faut le rembourser. Or, il y a quand même un phénomène qui s'appelle une transmutation. C'est-à-dire que dans la vie, on a des évolutions, des perfectionnements qui sont produits de par les capacités humaines à les faire évoluer. À faire évoluer des situations primaires en situations plus élaborées. Et donc cet argent qui a été emprunté à la Banque nationale, en fait, c'est le peuple, quand il est souverain, qui prête à sa Banque nationale, indirectement. La Banque nationale sort l'argent, mais dit, toi le peuple, ça va, tu vois, on t'a emprunté tant d'argent. Le peuple lui dit, d'accord. Bon, actuellement, on ne lui demande pas trop son avis. Mais en général, il est d'accord. Il est d'accord parce que cet argent va favoriser la création de richesses. C'est pour des nationalisations, c'est pour le revenu vital, ça peut être pour un tas de projets, ça peut être pour créer des grandes infrastructures, ça peut être pour mettre en place la planification telle qu'on la souhaite. Et après, il y a des gens qui ont des comportements inconvenants parce qu'ils disent « mais cet argent, il faut le rembourser ». Bien sûr, il faut le rembourser. Alors on attend que vous nous le rendiez en liquide. Mais non, on ne vous le rend pas liquide. Parce qu'on a emprunté cet argent à la Banque nationale pour créer de la richesse. Mais le fait de créer cette richesse, c'est une forme de remboursement en nature de cet argent qu'on a emprunté. Donc on n'a pas à rembourser le capital. Le capital est déjà remboursé. Moi, État, j'emprunte, je crée de la richesse, et cette richesse constitue un remboursement en nature. Point. Je n'ai pas à rembourser le capital. Déjà, je n'avais aucun intérêt à rembourser de l'intérêt, des taux d'intérêt, parce que c'est stupide, la Banque de France m'appartenant, je ne vais pas lui rembourser des intérêts qui sont là uniquement lorsqu'il y a un manque de crédit de l'emprunteur. Et donc, on se retrouve avec cet argent qui est remboursé sous forme d'une plus grande richesse, c'est-à-dire d'un plus grand bien-être pour la population, et de plus d'harmonie sociale et de plus d'épanouissement humain. Voilà, il est remboursé. Alors, effectivement, les mauvais coucheurs et les milieux financiers internationaux diront « Ah oui, mais ça, c'est pas du jeu, c'est pas notre jeu ». Oui, mais quand on est un pays souverain, du jeu des multinationales, on s'en bat les flancs. Hein. Voilà, donc on dit écoutez, occupez-vous de vous dans les pays qui veulent rester esclaves de vos fonctionnements néolibéraux. Nous, on a une autre forme de fonctionnement social. Voilà. On a emprunté cet argent, on le rend en nature. C'est bon, les comptes sont équitables, on en reste là. Et ce qui va permettre effectivement de créer cette justice sociale. Mais il faut être tout de même prudent. Parce que si l'État emprunte à sa Banque nationale et qu'il ne crée pas de richesse, parce qu'il aura mal géré, parce qu'il aura mal prévu, en fait, il va mésuser de cet argent. Et de ce fait, il ne va pas développer la richesse, il va même parfois créer de la pauvreté. Donc cet argent, pour que les comptes soient équitables, il doit le rembourser en espèces. Mais là, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que plus un pays pauvre emprunte à sa Banque nationale sans produire de richesse, plus il a besoin d'emprunter pour rembourser, et plus on n'en finit pas de tourner en rond. Donc là, il faut mettre un point final. On vire les gens incompétents, on les renvoie chez eux, et on prend des gens capables de réellement produire de la richesse, c'est-à-dire du bien-être, c'est-à-dire de l'harmonie sociale et de l'épanouissement humain. Dès lors, tous les emprunts d'argent sont équitables, sont justifiés et sont remboursés en nature. Cette situation négative a déjà existé après la guerre, en France et dans d'autres pays. Ça produit
des inflations. Des inflations qui, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, sont toujours nuisibles à la vie sociale. On a connu, il y a quelques années, des inflations phénoménales en Russie et dans certains pays du bloc de l'Est. Donc ces inflations ne sont pas souhaitables. Les inflations doivent être maîtrisées. Les inflations, c'est un jeu sur la monnaie, dont on ne peut pas faire n'importe quoi. Un pays qui veut rester crédible doit maîtriser sa monnaie. S'il y a possibilité de création de richesse, il emprunte. S'il n'y a pas possibilité, alors là, il doit éviter des dispersions financières, il doit éviter de jeter l'argent par les fenêtres. Il doit se restreindre. Et la première démarche pour se restreindre, sans créer d'injustice, c'est de voir au niveau de l'État lui-même où est-ce qu'il peut serrer la vis. Pas au niveau du peuple. Le peuple n'est pas responsable d'une mauvaise gestion. Il peut être responsable d'acceptation de certaines démagogies, mais il n'est pas responsable de mauvaise gestion. Donc on doit serrer la vis au niveau de l'État. Et les responsables qui sont des irresponsables parce qu'ils gèrent mal doivent être évacués et on doit les remplacer. Ça, c'est absolument essentiel. Voilà donc pour cet aspect de l'emprunt qui peut déboucher sur des inflations galopantes. C'est là qu'on fait marcher la planche à billets. Mais je veux aussi rassurer, c'est que lorsqu'on emprunte avec des inflations maîtrisées qui ont un objectif équitable de justice sociale, alors ces inflations maîtrisées produisent de la richesse, elles participent de la richesse. Donc on n'a pas à taxer le peuple avec des remboursements d'emprunts à des créanciers privés par exemple. Donc ça doit être exclu. En gros, bon, je ne sais pas si j'ai été très clair dans ce domaine, c'est pas toujours évident. Non, ça ne l'est pas. Effectivement, il faut déjà avoir certaines bases sur ce qu'est une inflation, ce que ça implique d'avoir des taux d'intérêt ou pas, un remboursement en l'occurrence en nature. C'est effectivement avoir des bases, des notions que de plus en plus de citoyens ont aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat, sans compter que si on n'a pas ces bases-là, vis-à-vis effectivement des médias mainstream d'une manière générale, et en admettant que vous ayez la possibilité, Gérard, de pouvoir vous exprimer sur des plateaux de télévision, c'est tellement révolutionnaire et simple que la simplicité est toujours complexe à présenter. Surtout si déjà la vision chaotique, mensongère, n'a pas été délivrée dans toute sa transparence, j'allais dire. C'est-à-dire que si effectivement on a des règles du jeu qui sont biaisées et qu'on n'a pas expliqué aux gens que les règles du jeu sont biaisées, il sera d'autant plus difficile de leur expliquer la fameuse simplicité en question. On part toujours de ses propres points de repère. Donc pour ma part, j'ai trouvé ça clair. Maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure ça le sera pour les internautes. Donc libre à vous là aussi de pouvoir vous renseigner davantage, de pouvoir repasser cette explication, de lire le livre, ou encore tout simplement via vos mails, ou tout simplement peut-être téléphone, de pouvoir aussi vous contacter. C'est une possibilité. Oui. Que j'ajoute, une inflation non maîtrisée discrédite une nation par rapport aux autres nations, donc défavorise le commerce international. Oui, on ne peut pas compter sur lui, il fait n'importe quoi avec la gestion de son budget. Donc, vouloir innover ne justifie pas qu'on fasse n'importe quoi. On doit agir avec sérieux. On doit agir avec d'autant plus de sérieux qu'on innove. Et donc, pour certains, c'est un peu le flou. Voilà. Donc, ça justifie le plus grand sérieux. Voilà. Pas évident quand on a certains chantiers qui sont débattus par certains
enfin spécialistes, oui, on peut dire ça comme ça dans différents domaines. Je pense notamment aux énergies renouvelables. Certains pourraient qualifier par exemple les éoliennes qui ne seraient pas rentables, que ce soit par le coût de l'entretien, que ce soit au fait qu'elles dénaturent le paysage, que le rendement n'est peut-être pas aussi grand que ce qu'il pourrait être. L'impact sur la biosphère est vraiment pris en compte. Et au final, est-ce que c'est vraiment rentable? On peut parler de la même chose avec les panneaux photovoltaïques ou les matériaux de construction en eux-mêmes. Même s'il y a de mieux en mieux de réflexion et des essais que nous avons pu faire aujourd'hui en France avec les éoliennes et de voir le coût, rapport, qualité et bénéfices secondaires ou non, voilà, on a une vision un peu plus globale, donc on a le droit aussi de permettre des erreurs. Oui, bien sûr. L'expérience produit des erreurs qui sont facteurs de plus grande expérience. Donc c'est aussi un enrichissement. Mais il ne faut pas que ces expériences, que ces erreurs soient démesurées. Elles doivent rester dans une juste proportion. Par rapport aux énergies renouvelables, qu'on appelle renouvelables, solaire, l'éolien, l'éolien est certainement plus propre que le solaire, parce que les capteurs c'est bien beau, mais lorsqu'il faudra les démanteler, il y a énormément de métaux lourds qui vont produire peut-être une grande pollution. J'ai pu voir que là aussi les capteurs solaires évoluent, et c'est une entreprise française qui est avant-gardiste par rapport à ça, et c'est encore les Américains qui la regardent de très très près, parce que cette entreprise a eu l'occasion de mettre en avant des matériaux qui ne coûtent rien, qui sont flexibles et qui sont à moindre frais, moindre coût, et avec une capacité à absorber les rayonnements solaires beaucoup plus grande. Donc voilà, il y a là aussi des petites PME qui mettent au point des solutions alternatives et qui sont bénéfiques à bon nombre de niveaux. Et en même temps, c'est là où justement c'est une perche pour aborder deux choses, puisqu'on parle d'énergie. Comment, Gérard, à travers votre vision, on peut aborder les échanges que l'on a, parce que finalement, je vais donner ça, illustrer ça comme ça, en France aujourd'hui, puisque l'Allemagne se sépare des énergies fossiles, c'est la France qui, avec son nucléaire, ou en viendra, je ne sais pas, à fournir l'énergie électrique pour certains pays européens qui, eux, se défaussent justement des énergies fossiles pour promouvoir ça, c'est autre chose. Dans le domaine énergétique, il doit y avoir de la concertation. Et le fait qu'un pays comme l'Allemagne se défausse de ses énergies fossiles va créer des situations difficiles avec les autres pays. Donc pour l'instant, économiquement, actuellement parlant, on nous dit oui, mais c'est bénéfique à la France, on va pouvoir vendre des kilowatts, mais des kilowatts issus du nucléaire pour une grande partie, ce qui n'est pas forcément le mieux. Donc on sait qu'il y a d'autres moyens de produire de l'énergie. J'aborderai pas, enfin je développerai pas là-dedans parce que je suis pas compétent. Je sais que ça existe. Sur mon compte Facebook, par exemple, j'ai repris ce que j'avais trouvé sur je ne sais plus quel site. L'expérience, un jeune qui prend un ventilateur à 7 pales, un ventilateur d'ordinateur, qui colle sur chaque pale une rondelle, de manière à ce que ce soit bien équilibré, bien entendu, qui prend des aimants permanents, 3 aimants à fixer sur 3 des 4 points de fixation du ventilateur, et un 4e qui est disproportionné, qui est plus fort ou plus faible, enfin, qui est dans l'exemple plus faible, l'aimant est sectionné, et donc est positionné de manière à faire retourner le ventilateur. Et effectivement, c'est un simple jeu de champ magnétique. Et quand il arrive à un point déterminé, le ventilateur tourne tout seul. Et
celui qui a créé cet exemple indique qu'on peut tirer jusqu'à 1000 watts. Bon, il conseille bien sûr de ne pas aller brancher dessus du matériel électroménager parce que la tension n'est pas régulée. Hein. Donc ça pourrait faire péter n'importe quelle machine. Il le conseille vivement. Surtout pas d'électroménager. Des lampes, ça fonctionne parfaitement. Donc si on confie à une entreprise nationale comme EDF le soin de produire de l'énergie de ce type, je pense que rapidement, on va pouvoir désarmer les centrales nucléaires et se passer des énergies fossiles de tout type, gaz et pétrole compris. Donc bien sûr, là il y a des pays qui ne seront pas d'accord. Mais bon, c'est un choix. Ça, c'est un choix politique. Oui, bien sûr. Et pour le prendre, il faut des responsables politiques vraiment responsables et dignes de la confiance de leurs électeurs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on n'en est pas là. J'aimerais aussi aborder un point. Tout à l'heure, nous avions abordé, j'avais cité la laïcité. Alors, pardon, je suis désolé, avant même d'aborder la laïcité, dans la continuité de ce dont nous parlions, concernant les délocalisations. Si je suis dans ce principe de partage en France, qu'on l'applique, qu'est-ce que cela va impliquer justement sur les délocalisations? C'est-à-dire que ces fameuses délocalisations ont des effets positifs et négatifs tel que fonctionne le système à l'heure actuelle. Oui. Elles ont permis notamment aux Chinois de pouvoir développer leur industrie, d'apporter, comme en Inde, une qualité de vie à des citoyens qui, pendant des milliers d'années, j'allais dire, ont vécu dans la misère la plus totale. Il y a une classe moyenne qui se développe, des personnes qui deviennent aussi très riches et sortent de l'enclave dans laquelle ils étaient. On parlait encore il y a de ça une dizaine ou une quinzaine d'années de pays émergents ou du tiers-monde. Donc les délocalisations ont permis aussi à ces pays de pouvoir se développer. Ça ne s'est pas fait forcément en douceur, mais en tout cas, voilà, il y a eu cela. Maintenant, des entreprises françaises qui vivraient dans une notion de partage et de mieux-être et de valeurs matérielles et immatérielles comme étant une référence, comment, d'après vous, se positionneraient-elles? Les entreprises, moi dirigeant la France, je ne demanderai pas leur avis. Je leur imposerai de rapatrier leurs technologies et leurs entreprises, quitte à conclure des accords avec les pays où elles se sont installées pour continuer de favoriser leur développement. On doit absolument aider les pays pauvres à se développer. Bon, la Chine n'a plus besoin qu'on l'aide. Elle sait de toute seule. Tout à fait, ouais. L'Inde aurait peut-être besoin qu'on la soutienne, qu'on soutienne son développement, mais non pas pour produire immensément des choses dont on n'a plus besoin. Parce que si on regarde la consommation en France, pourquoi les gens consomment beaucoup? Je parle en matériel d'équipement des maisons. Tout simplement parce que souvent c'est du matériel de qualité médiocre. L'obsolescence programmée. Ouais. L'obsolescence programmée, mais aussi je prends du simple petit matériel d'électroménage qui dure, mais qui est mal adapté, dont l'ergonomie n'est pas toujours très judicieuse. On trouve rapidement beaucoup mieux, ce qui pousse les gens à acheter et à consommer. Alors que ça, on peut résoudre ce problème très facilement, en imposant des choix aux entreprises, tout de même. On doit leur imposer le respect du client. Et le respect du client, ça passe par des produits de qualité qui répondent aux besoins et qui vont être durables. Ou pour le moins, pour ceux qui ne peuvent pas être durables, être facilement recyclables et en totalité ou en quasi-totalité. On commence à savoir le faire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose possible. Maintenant, effectivement, on doit rapatrier les entreprises sur le territoire. Parce que
Quand on nous parle de rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et dans le livre, je cite l'exemple de la rentabilité évoquée, qui est en fait une manière de manipuler, de conditionner, plus que de rentabilité. Parce que ceux qui dirigent le monde, qui ont imposé à beaucoup de PME de s'expatrier, ne l'ont pas fait avec pour objectif la rentabilité. L'ont fait pour un pays particulièrement comme la France, avec l'objectif de mettre la pression sur le monde du travail. C'est-à-dire, mais vous voyez maintenant les risques que vous courez de vous retrouver au chômage, sans travail, et de vous retrouver dans la misère. Donc c'était un moyen de pression. Ce qui nous met en compétition avec des salaires moindres de plus ailleurs. En plus bas. Donc il faut s'aligner nous-mêmes, notre qualité de vie descend. Voilà. Donc toutes ces choses-là doivent être arrêtées, doivent être compensées, et on doit aller vers un système que je propose qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus équitable. Donc on rapatrie les entreprises, mais on continue d'aider les pays dans lesquels on était, ou dans lesquels on n'était pas, mais dans lesquels on peut aller si ces pays sont d'accord. Ce n'est pas du colonialisme, on travaille en accord. Il faut que les choses se passent en concertation pour les aider à se développer, mais non pas pour produire immensément des choses dont on n'aura pas besoin. On n'est plus dans le système néolibéral. Produire n'est pas facteur de richesse. Quand on produit trop, c'est facteur de pauvreté. Il faut le savoir. Et donc, on va effectivement devoir produire justement ce qui est nécessaire, sans surabondance. Et les entreprises étrangères implantées en France ? Eh bien, si elles sont utiles, elles restent. Et elles paieraient donc un impôt en France elles paieront normal. En France, elles fonctionneront normalement comme les entreprises françaises. D'accord. Voilà. Et les entreprises qui sont implantées à l'étranger parce que c'est leur intérêt, mais ça reste sans être nuisible à la France, eh bien, elles paieront leur impôt là où elles seront. Voilà, c'est une chose qui semble normale. On paye l'impôt là où on tire des bénéfices. Rien de plus normal. D'accord. Alors c'est là où je reviens après ce que j'avais oublié, sur la laïcité. Effectivement, je l'ai survolé peut-être au début d'émission. J'aimerais qu'on puisse développer dans cette vision de cette société française comment se positionnerait la laïcité qui est chère aux Français. Il est vrai que ces dernières années, la laïcité, par bon nombre d'associations en tout genre, pour le coup, a été mise à mal, que ce soit d'un point de vue religieux, bien évidemment, mais en même temps sur la conception de la famille, sur le fait d'avoir des enfants, par qui ces derniers devaient être élevés, les couples homosexuels, tout cela a mis finalement la société civile dans des débats, voire des conflits, j'allais dire un petit peu sans fin. Finalement, chacun défend sa paroisse, et il est difficile aujourd'hui d'avoir une laïcité qui respecte, entre guillemets, ou qui souhaite respecter, ou qui souhaiterait respecter toutes ces nouvelles tendances qui émergent de partout, où des conflits apparaissent. La laïcité est un facteur de richesse. La laïcité, c'est un moyen de tolérance, de permettre que les religions et les philosophies soient présentes sans imposer leur point de vue. C'est ça l'objectif de la laïcité. Donc c'est une belle chose parce que ça permet un meilleur échange et ça permet aux gens de se tolérer et de fonctionner dignement. Mais pour cela, l'État doit être présent, l'État doit être absolument exigeant du respect de cette laïcité. Et elle doit être la même pour tout le monde. On a par exemple le monde musulman qui voudrait avoir plus de droits parce que la religion chrétienne, le catholicisme en France, a des droits
encore, enfin, certains droits ou certaines pratiques qui constituent des droits. Mais il faut se revenir au moment de la loi sur la laïcité et se souvenir qu'avant cette loi, l'Église catholique en France était omniprésente. Et elle participait à la vie politique, elle participait aux décisions politiques, elle participait de tout de la vie sociale. Elle a longtemps été la seule à participer à l'éducation. Donc cette loi sur la laïcité a été une rupture brutale, qui a été difficile à vivre pour beaucoup, laïcs ou non laïcs, ou religieux. Mais c'est un fait, et quand on regarde bien, on peut convenir que la laïcité a permis de faire évoluer les mentalités vers la tolérance et a permis de faire évoluer vers la richesse. La laïcité, c'est le respect de l'autre. La laïcité permet la coopération et le partage. Donc, de ce fait, la laïcité produit de la richesse. Mais elle doit être observée par tout le monde. Par exemple, les prières dans les rues, ce n'est pas supportable. Il ne doit pas y avoir de prosélytisme religieux ostentatoire. Publiquement. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend, par exemple, pour les écoles avec les enfants qui pas ou signe dit ostentatoire qu'est-ce que ça implique, sachant que notre culture judéo-chrétienne, même si on ne pratique pas, eh bien, une croix, un pendentif, une main de Fatima, un foulard, enfin, dans quelle mesure est-ce que cela doit s'appliquer ? Il a été dit que les signes ostentatoires devaient être interdits. Ça semble naturel. Pour l'éducation, moi je présente pas tellement là, mais j'en ai parlé, dans le premier livre, Le Partage, c'est évoqué aussi dans le projet de société d'avenir solidaire. Je suis pour un enseignement laïque exclusif. Mais je suis pour que cet enseignement laïque fasse la part des religions et qu'il y ait un enseignement sur les religions, mais sur toutes les religions et toutes les pensées philosophiques qui méritent, il y a du boulot, mais qui méritent d'être enseignées pour que les enfants les comprennent. Ça va être pour eux aussi un facteur d'enrichissement. Mais pour ça, il va falloir trouver des enseignants compétents dans les différents domaines religieux et qui observent strictement les règles laïques, qui ne fassent pas de prosélytisme. Le prosélytisme devrait être banni de la vie religieuse. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure tout début avec les croyances. Les croyances. Une religion qui fait du prosélytisme perd sa nature religieuse. La religion, son but, c'est de relier, ce n'est pas de diviser. De diviser. Ouais, c'est pas le diable, c'est sûr. Ouais. Et il y a une chanteuse qui a dit une chose très juste, très simple. J'ai oublié son nom et je le retrouverai peut-être pas, qu'elle me pardonne, qui a été naturalisée française, qui est d'origine indonésienne, et qui a dit très justement, la religion, c'est une affaire entre moi et Dieu. Chacun a son Dieu. Même les matérialistes ont leur Dieu qui est le matérialisme. Donc, utilisons le terme de Dieu dans un sens très large. Chaque objet de croyance a son Dieu. Donc, mais elle a dit justement, la religion, c'est une affaire entre moi et mon Dieu. Voilà. On n'a pas à le mettre sur la voie publique. C'est aussi une affaire de dignité et donc d'évolution. Mais il n'empêche que les religions peuvent faciliter la démarche pour ceux qui ont une croyance, mais qui ne maîtrisent pas le cheminement qu'ils peuvent prendre. Donc ça, c'est leur rôle. Mais ça doit se faire sans intention belliqueuse et donc sans vouloir promouvoir cette religion. Ils doivent répondre à ceux qui demandent. Ils ne doivent pas aller pourchasser ceux qui ne demandent rien.
Voilà, ça c'est la laïcité. D'accord. Ouais, je pense que enfin, pour ma part, en tout cas, c'est très clair. Donc je n'ai pas d'autres questions là-dessus. Après, on peut rentrer dans des conjonctures, j'allais dire, très, très basiques, ce qui n'aurait aucun intérêt à mon sens. J'aimerais aussi qu'on puisse aborder, alors, vous spécifiez, page 84, et je vais lire le passage pour les internautes. Les méthodes actuelles ne peuvent guérir la planète car elles sont les causes de la maladie. Continuer d'utiliser ces méthodes, vouées au naufrage, est une grande méconnaissance du problème ou une hypocrisie. Alors, là aussi c'est très intéressant, je m'explique. Quand vous dites « les méthodes actuelles ne peuvent guérir la planète car elles sont la cause ou les causes de la maladie », ce qu'elle implique, cette phrase, c'est que essayer, avec une vision néolibérale, invasive, destructrice telle qu'elle est à l'heure actuelle, de régler des problèmes qu'elle engendre avec cette même pensée qu'elle promeut, c'est un non-sens. Ça ne peut pas donner de solution. On est bien d'accord. Le néolibéralisme est le promoteur de la division, de la compétition et de tous ces comportements nuisibles à l'environnement. Et ils disent, mais vous allez voir, avec nos règles, on va guérir la planète. Mais non. Chaque fois qu'ils interviennent, ils appauvrissent la planète et ils la détruisent. Donc pour vous... Et ils doivent arrêter. Donc pour vous, par exemple, l'événement qui est la COP21, est-ce que ça sert à quelque chose? C'est de l'esbrouf. Et c'est de la fumée, c'est du vent, c'est tout ce qu'on veut, sauf une vraie décision politique pour préserver la planète. Oui, ça c'est de la manipulation. Il n'en sortira rien. Si, ce qui en est sorti, ce sont de nombreux déplacements de chefs d'État, de ministres et autres, qui ont beaucoup pollué, mais qui n'auront aucun résultat pour compenser. Voilà, c'est la seule chose que je retiens. Ils ont, pendant ce temps, amusé les gens qui ont oublié un moment de penser à leurs problèmes. Voilà. Mais ça va vite revenir. Il y a, on arrive à la fin du livre, et cette phrase que j'ai trouvée, encore une fois, simple, mais bon, profonde. L'homme se trouve en crise d'identité, par refus de sa responsabilité d'homme. Oui. On est sur un nuage, sur un mirage. On se berce d'illusions et on refuse de regarder la réalité. La réalité, c'est que l'être humain doit assumer sa responsabilité d'homme, c'est-à-dire faire des choix, assumer ses choix. Grandir. Grandir. Devenir adulte, quoi, quelque part. C'est ça. Arrêter d'avoir quelqu'un qui lui dit par où il faut passer, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. C'est ça. Déléguer, oui. Donner son pouvoir. Non. Ouais. Oui. L'homme doit déléguer à des élus. Compétents dans le domaine. Compétents. L'électeur n'a pas à se poser la question est-ce qu'il est compétent ou non. Le projet que je présente dans le livre, un programme plaît, le candidat est élu, il applique son programme. Il ne l'applique pas, ses électeurs font un référendum et lui disent voilà, c'est mauvais, tu n'appliques pas ton programme ou tu l'appliques mal, donc tu t'en vas, on prend quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout simple. Et en même temps, dans cette perspective, ça implique que n'importe qui donc peut se présenter. Vous verriez encore une fois le devoir d'avoir ces 500 signatures pour se présenter et comment gérer, j'allais dire, l'image, parce qu'il faut un financement, ça coûte de l'argent de faire parler de soi, parce que dans notre société, c'est là où on va aborder les médias, dans notre société, rien ne se fait sans les médias, sans le fait de passer sur le net ou la télévision ou que sais-je. En fait, on reproche pour les présidentielles, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qu'il y a beaucoup de candidats à la candidature.
Et je dirais que ces gens-là ne coûtent pas grand-chose, et je dirais même qu'ils ne coûtent rien. Non seulement ils ne coûtent rien, mais ils permettent justement une certaine création de richesse parce qu'ils amènent des doutes, ils amènent des propos, ils amènent des projets. Quand ils arrivent à se faire entendre. Quand ils arrivent à se faire entendre. Donc les 500 signatures, au début c'était une centaine, 100 signatures. Et puis ça a augmenté, 500. Et apparemment, aux prochaines élections, les conditions devraient être encore plus draconiennes. Ouais. Parce qu'ils ne veulent pas de candidats qui ne soient pas reconnus du sérail, par le sérail, par l'intelligentsia qui dirige la vie politique, sociale en général. Donc 500 signatures, c'est pas nécessaire. Et le jour où on aura des élus, des délégués qui seront responsables, et où on aura des médias qui permettront à ceux qui ont des idées, des projets, de les exprimer, alors on aura beaucoup moins de candidats à l'élection présidentielle, puisque ces gens-là ne souhaitent qu'une chose, c'est de présenter leurs projets, leurs idées. S'ils peuvent le faire dans la vie normale, ils n'auront pas besoin d'être candidats pour le faire. Parce que pour beaucoup, c'est l'occasion de présenter ce qu'ils ont à dire. Ils ne peuvent pas le faire autrement. Si je suis candidat, c'est pour présenter mon projet. Si je suis élu, je l'assumerai, tout simplement, sans me prendre la tête, parce que mon projet tient la route. En fait, c'est aussi le projet d'Avenir Solidaire, disons qu'il a été construit en concertation. Je ne me prendrai pas la tête. Et d'autant moins que dans le projet, il est question de donner le pouvoir au peuple. En lui faisant comprendre que d'assumer ce pouvoir, c'est pas la mer à boire. C'est assez facile. Il suffit d'un peu de responsabilité, c'est-à-dire d'un peu de dignité. N'allons pas chercher plus loin. Donc voilà, si les gouvernants permettent aux gens de s'exprimer, déjà il y aura beaucoup moins de candidats, et s'ils sont vraiment compétents, eh bien, on aura envie de les garder ou de trouver d'autres personnes qui soient aussi compétentes. Voilà, et ça pourra se faire très simplement. Vous voyez, Gérard, j'ai à cœur de faire cette émission pour amener de la hauteur. Et ça fait peut-être, je sais pas, 3 heures ou 4 heures que nous sommes ensemble. Et pour les internautes de comprendre une vision, ce qui demande déjà du temps pour écouter, aller en profondeur. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, ou qui veulent saisir les choses quand un candidat comme vous se présente pour les élections présidentielles, et de l'opportunité qui se présente. Il y a aussi ce souhait, ce désir de se dire, en espérant que le monde véhiculé par la propagande, d'une manière générale, qui fait de l'entertainment un politique, aujourd'hui est élu non pas par rapport à son programme, mais c'est parce que il fait de l'entertainment, il fait du spectacle. Et dans ce sens-là, eh bien, top chrono, 1 minute pour répondre à des questions qui sont fondamentales. Je me rappelle, on peut encore voir ça sur le net, le général de Gaulle qui, à la télévision, s'exprime, et c'est pas 5 minutes, c'est pas non plus une demi-heure, c'est pendant des heures. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc, il paraît être très difficile de pouvoir se faire entendre, que l'essence d'un message puisse être entendue et compris, alors que il y a tout sur un plateau de télévision, sauf du dialogue. C'est comme de rentrer sur un ring de boxe. Les médias, les grands médias, ne veulent pas faire d'information. Ce qui les intéresse, c'est de faire du spectacle pour attirer l'auditeur ou le téléspectateur. Point. Et on a eu à TF1... oui, le temps de cerveau humain disponible. TF1, et ce qu'on vend, c'est du Coca. Hein. Point. Bon, malheureusement pour lui, il a été jeté parce que là, ça lui avait échappé. Mais bon, voilà, ils font du spectacle.
Le monde médiatique, dans les grands médias, a dégénéré en même temps que le monde politique. Le monde politique actuel, il est dégénéré. Les politiques sérieux qui sont au pouvoir ou avaient l'ambition du pouvoir, j'en cherche. Pour l'instant, j'en vois pas. C'est dommage. Si j'en trouvais, je leur enverrais le livre pour leur proposer de mettre en place ces idées et je serai débarrassé de ce temps qu'il me faudra passer dans une campagne qui ne m'excite pas au-delà. Ça m'intéresse pour faire valoir mes idées, mais disons que je ne vais pas aller battre la campagne avec l'ambition effrénée d'être élu. Donc si les médias jouent leur rôle, on aurait aussi une vie sociale plus saine. Les gens pourraient s'exprimer localement, pourraient s'exprimer dans les départements, pourraient s'exprimer aussi au plan national, avec un nombre de médias peut-être plus important, mais qui seraient indépendants. La politique doit veiller à l'indépendance du monde médiatique. Et pour ça, on doit interdire ce qui était interdit dans la Constitution, c'est-à-dire l'achat par des groupes puissants d'une multitude de médias. Bien sûr. On est là dans un processus un peu incestueux. C'est dommage pour le monde médiatique, c'est dommage pour la morale, c'est dommage pour la nation aussi. Parce que les gens ne savent plus à qui s'adresser pour s'exprimer. C'est vraiment dommage. Donc, les associations ou les médias locaux ou associatifs comme le vôtre ou comme d'autres, nombreux autres qui existent doivent être favorisés parce qu'ils amènent cette liberté d'expression. Donc eux doivent être favorisés. Et les autres, on doit supprimer ces regroupements de médias qui est un processus contre nature. Il n'y a plus de liberté d'expression. Donc ça doit être, on doit en finir avec ça. Nous arrivons, Gérard Privat, à la fin de cette émission. J'aimerais d'abord, en préambule de conclusion, lire une page. C'est très simple, comme votre livre. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut trouver simple? L'homme aime bien apparemment le drame. L'amour est cohésion. Il est le lien souple, invisible et cependant solide qui réunit naturellement les hommes, comme la force magnétique réunit les éléments d'un atome. L'amour, c'est l'unité d'un groupe altruiste fonctionnant dans une même réalité, une même pensée, qui renforce les capacités individuelles conformes à la dynamique du groupe. L'amour, ce sont des pensées justes, qui se transforment en paroles justes et en actions justes. L'amour, ce sont les bienfaits dispensés et reçus spontanément, qui ne peuvent se calculer, se programmer, se comptabiliser. L'amour échappe en réalité à ceux qui voudraient le comptabiliser pour mieux le posséder. Il est donc inutile de chercher à savoir quelle action mener pour produire de l'amour. Là où il y a calcul ou spéculation, il n'y a pas d'amour. Le résultat d'un calcul ne peut pas être de l'amour. L'amour est abnégation et altruisme. L'amour est un élan du cœur, guidé par la raison du cœur. L'amour véritable opère comme une transmutation, comme un tour de magie, qui se prolonge dans le temps et l'espace, s'amplifie en chaque homme qui le reçoit, en est vivifié et le transmet à son tour. L'amour véritable est semblable à la véritable richesse. Plus on le partage, plus il se régénère et plus il se multiplie. L'amour est la matrice d'où émergera la société nouvelle, la culture nouvelle, la civilisation nouvelle. C'est les derniers mots de ce livre. Et je l'ai cité en préambule de ce que je vais vous poser comme question. De quoi Avenir Solidaire a besoin? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel appel lancez-vous auprès des auditeurs? On a besoin de bonne volonté qui viennent participer au fonctionnement d'Avenir Solidaire pour le développer. Ça peut se faire très facilement. On a besoin de moyens financiers pour exister vraiment.
parce que sans ça, actuellement, c'est très difficile. Donc on a besoin de compétences, mais raisonnablement. On a besoin de personnes qui sachent communiquer. C'est pas mon fort. Voilà. Donc, même si j'interviens avec plaisir pour une interview. Et d'autant qu'il y a des aspects techniques à la communication que je ne maîtrise pas et qu'on n'est pas nombreux à maîtriser au sein d'Avenir Solidaire. Donc, on a besoin de bonne volonté qui ont envie de participer à changer le monde. Alors, il n'y a pas là de prétention dans mon propos. Pour moi, c'est une réalité. Où on change le monde, où le monde actuel qui dirige va détruire la planète, va nous détruire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'alternative. Alors, bien sûr, il y a d'autres mouvements politiques, on en a parlé au début, naissants, qui existent depuis quelque temps. Je pose la question tout simplement, au vu du projet d'Avenir Solidaire, quels sont les partis ou mouvements politiques qui peuvent l'englober? Ne serait-ce pas plutôt Avenir Solidaire qui peut englober d'autres mouvements qui ont certes des idées politiques, mais qui manquent d'avoir cet aspect synthétique qui réunit la politique, l'aspect économique et social de la vie de la nation. Le projet d'Avenir Solidaire est celui que je présente dans ce livre. C'est un projet complet et reconnu par des personnes qui agissent politiquement. D'ailleurs, certains m'ont proposé d'intégrer leur parti, ce que j'ai refusé pour les raisons que je viens de dire là. Ils ne sont pas aptes à recevoir Avenir Solidaire. Ils n'en ont pas la capacité. Sinon, ils détruiraient le projet, parce qu'ils ne veulent en prendre que ce qui les satisfait. C'est un projet à prendre en totalité ou en rien. Voilà, c'est tout simple. Et pour l'instant, je n'ai trouvé qu'à Avenir Solidaire les capacités à l'assumer. Mais il faut nous aider ou participer. Je préférerais que des personnes qui se sentent concernées viennent dire « Tiens, moi ça m'intéresse, j'ai envie de lancer une association Avenir Solidaire. » Ah oui, parce qu'il faut peut-être aussi en parler. Avenir Solidaire n'est pas un monstre monolithique là, qui avale tout et qui ne régurgite rien. Non. Avenir Solidaire est constitué à 3 niveaux. L'association nationale, des départementales et des locales. Mais l'objectif d'Avenir Solidaire, c'est de donner le pouvoir au terrain. C'est-à-dire que l'association nationale n'a pas à diriger. L'association nationale a à capter les idées qui viennent du terrain pour en faire une synthèse et pour les renvoyer vers le terrain de manière à ce que ces idées soient mieux connues pour être mieux appliquées. Et c'est pareil pour les départementales. Donc, associations nationales et départementales sont en fait des interfaces de communication, pas des pouvoirs de décision au sein d'Avenir Solidaire. Et chaque association est autonome. Il y a des statuts communs, mais chaque association est responsable devant le droit français de son propre fonctionnement. Donc, Avenir Solidaire, c'est la mise en marche d'une vraie démocratie. Ce qu'on doit mettre en place en France, parce que c'est le pays des droits de l'homme, bien que parfois d'autres le revendiquent. C'est le pays de la Révolution qui a eu des côtés pervers, mais qui au départ avait des idées généreuses et belles. C'était développer la fraternité et l'unité humaine. Et ça, c'est magnifique. Donc, c'est aussi dans le projet d'Avenir Solidaire.
de favoriser la solidarité par la coopération et le partage de façon à développer le sens de l'unité et de la fraternité. Avenir solidaire, c'est tout ça. Ça fait beaucoup de choses. Je crois que le dernier passage que j'ai pu lire pour les internautes est suffisamment révélateur. Donc, n'hésitez pas, vous avez entendu le message de Gérard Privat. En vous remerciant beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, je vous rappelle les différents sites internet où vous pouvez retrouver les informations en question. Avenir-solidaire.fr. Vous avez aussi le site de Gérard Privat, gérard-privat.fr. Le site internet où vous avez la possibilité, entre autres, de commander ce livre, Construisons la nouvelle société. Il y a aussi, je vous le rappelle, le partage, paru en 2002, un peu plus de 300 pages, là tout y est. Et La toile des richesses ou l'économie de justice sociale qui n'est pas publié celui-ci. La toile des richesses a été donc repris dans un travail en commun avec Avenir solidaire. Et le résultat, c'est le document intitulé l'économie de justice sociale, qui est sur le site d'Avenir solidaire à la page La bourse ou la vie. www.perspective-humanité.net pour commander le livre. Un grand merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir Gérard, un grand merci. Merci à vous, merci aux auditeurs et ou plutôt aux internautes. Pardonnez-moi. Pas de problème, moi-même je me trompe. Et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.